Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin pour la présentation de cette étape numéro 17. Avant-dernier morceau de bravoure, il y a encore le march time, mais alors celui-là, c'est un énorme plat de résistance. Ça va être copieux, ça va être indigeste certainement. Pour beaucoup de coureurs, il faudra faire attention au délai parce qu'il y a des coureurs qui peuvent être lâchés très tôt dans cette journée et qui auront peut-être du mal à re-rentrer dans le peloton. Le terrain est prêt pour la bagarre. Après, est-ce que les coureurs auront encore l'énergie pour faire cette bagarre? Est-ce qu'ils seront encore motivés? C'est la grande question. Mais le terrain est beau pour avoir une bagarre et une bagarre qui peut rester dans les souvenirs avec cette montée du col de la Lose extrêmement difficile et ce dernier kilomètre également qu'il ne faut pas sous-estimer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Du côté des commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette étape également. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Formule 1, Coupe du Monde de football féminin. Enfin voilà, plein de contenu sur la chaîne. Vous pouvez également, si vous voulez soutenir la chaîne, faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Je remercie également les gens qui me regardent du côté du Costa Rica. J'ai vu ça. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également aller voir EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis, vous pouvez aller voir également TikTok, le débrief rapide juste après l'arrivée de l'épreuve. Étape numéro 17, on a tout pour avoir une belle bagarre. Et puis en plus, moi j'avais un peu peur que cette étape arrive un peu tard. Je m'étais dit, bon, peut-être qu'au niveau du général, il y aura déjà des écarts, sauf qu'au niveau du général, alors je me prononce avant l'arrivée du contre-la-montre, hein, je précise, j'enregistre, il est 14h20, nous sommes le 18 juillet. Ça va être une belle bagarre, une bagarre des chefs sur cette étape pour les leaders du général. On pourrait quand même avoir deux courses en une course pour la victoire, mais qui peut être très intéressante avec des retournements, des rebondissements, et une bagarre pour le général. Est-ce que le coureur qui passe en tête le col de la Lose sera forcément le vainqueur de l'étape? Pas si sûr, parce qu'il y a ce dernier kilomètre du côté de Courchevel avec la montée d'Altiport, extrêmement difficile cette montée de l'Altiport, donc c'est pas si sûr que ça. On en a même parlé il y a quelques jours de cette montée. C'est le dernier kilomètre de l'Altiport est extrêmement compliqué. Le col de la Lose, c'est dur, mais est-ce que dans le col de la Lose, tu arriveras à faire suffisamment d'écart pour t'en sortir dans la montée de l'Altiport, sachant qu'il faudra faire très attention à la descente, qui est vraiment technique et difficile. Il faudra voir ça. Si on a 2 minutes 30 d'avance ce soir, on a gagné le Tour de France. Voilà, sauf chute, on aura gagné le Tour de France. Si on a même, je dirais 1,40, c'est suffisant. Parce que le Markstein, l'étape du Markstein, pour reprendre une minute, il va falloir déjà partir de très loin. Je pense qu'à partir d'une 40, parce que je suis un mec assez pessimiste, mais à partir de 1,40, je pense que c'est impossible de revenir. Voilà, je pense que si ce soir, il y a un des deux qui a une 40 d'avance, la course sera pliée pour le dernier week-end. Et on peut avoir cette avance-là parce que le col de la Lose, c'est très, très, très difficile. Encore une fois, c'est monstrueux. Du côté du dénivelé, et puis le dernier kilomètre aussi, hein, si vous êtes mal au sommet du col de la Lose, vous risquez de faire une mauvaise descente. Donc vous risquez de perdre du temps sur la descente et vous risquez également de perdre du temps sur le dernier kilomètre. Aussi. Du côté du dénivelé positif, 5399 mètres, étape avec le plus de dénivelé positif sur ce Tour de France, et c'est du niveau du Giro de cette année, hein, au niveau du dénivelé positif, donc c'est du costaud. Et du côté du classement de la montagne, 65 points à prendre au maximum, et là aussi, c'est l'étape la plus prolifique en termes de points. Tout de suite, la présentation de l'étape. On regarde le parcours de cette étape. Alors vous allez voir que le départ de cette journée est en fait similaire à l'arrivée de l'étape 15. On repart par la même route de Saint-Gervais. On est en montagne, il n'y a pas 150 routes pour arriver sur telle ou telle commune, pour arriver sur telle ou telle station de ski. Donc on va repartir par la même route. La différence, c'est que
on va prendre tout de suite le col des Saisies pour quitter Saint-Gervais. Donc col des Saisies qui sera la première côte. Vous voyez, avec les descentes, elles sont pas à top aujourd'hui. La descente du col des Saisies, vous voyez, il y a pas mal d'épingles, surtout sur la fin. Donc il faut faire vraiment attention. Sprint intermédiaire à Beaufort. Et puis on enchaîne avec le Cormet de Rosseland. Descente là aussi avec des enchaînements de virages qui vont vraiment casser le rythme. Alors on a des beaux passages. Ah oui, le début de la descente ça va. Quelques virages, ensuite ça va très très vite, et puis derrière enchaînement d'épingles, de nouveau une belle route, et puis on arrive à Bourg-Saint-Maurice sur des belles routes, mais voilà, il y a ce petit passage là où il faudra faire attention avec pas mal d'épingles. La côte de Longefoy, là aussi faire attention sur cette côte de Longefoy, et puis ensuite le col de la Lauze qui est très très long, ce col de la Lauze, et la descente qu'il faudra franchir pour aller vers l'Altiport du côté de Courchevel pour cette étape. On regarde donc le parcours Saint-Gervais-Mont-Blanc, Courchevel, 166 km, avec cette arrivée du côté de l'Altiport de Courchevel. Donc là, on n'a pas l'impression comme ça, mais vraiment le dernier kilomètre est en pente. On commence par Saint-Gervais, départ de Saint-Gervais, on passe par Megève, des communes qu'on a bien vues là depuis 3-4 jours, et puis on arrive donc au pied assez vite du col des Saisies qui sera le sommet sur le kilomètre 28, 13 km 500 à 5,1 de moyenne au kilomètre 28. Le col des Saisies, on le regarde tout de suite, c'est très irrégulier. C'est la particularité de cette montée, c'est-à-dire c'est pas la montée là, c'est-à-dire que ça dure 13 km, mais en fait c'est plutôt 7 km véritablement de grosses montées. Par contre, c'est 1 km dur et puis c'est de nouveau plat. 2 km plat, 1 km plat. Donc, c'est des montées où c'est pas simple de trouver son rythme. Où il y a quand même des passages à 8,5, 8,5% au départ. Donc, voilà, il va falloir réussir à s'adapter pour trouver son rythme. 1600 mètres. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, on est sur des cols un peu plus longs. C'est-à-dire qu'on sera sur des cols qui vont dépasser souvent 13 km. Voilà, 13 km le col des Saisies. La Losse, c'est 23. Cormet de Rosseland, ça doit être 19 ou 17, je ne sais plus. Et même la côte de Longefoy, en fait, elle dure 7 km. Donc, on n'est pas sur des cols très courts par rapport peut-être à certaines autres journées. Et vous voyez, c'est une journée pas simple avec ce col de Saisies pour démarrer. Pour les sprinters, ça peut les mettre déjà en difficulté. On redescend vers Beaufort, sprint intermédiaire. Pour les sprinters, ensuite, il faudra s'accrocher vers le Cormet de Rosseland. 19 km 8 à 6,1 de moyenne, 5 km, les 6 derniers kilomètres, on va dire, à 6,6% de moyenne. Et comme vous le voyez, c'est par le col du Méraillé qu'on franchit ce Cormet de Rosseland. 1971 mètres d'altitude, c'est une journée où on va avoir deux montées assez hautes. Cormet de Rosseland. 3 premiers kilomètres à 7% et puis un passage à 9,7. En fait, c'est souvent assez dur. Il y a ces passages de replat, mais c'est très compliqué. Et ensuite, on a des passages à 8,5, 7, 8. Ça descend rarement en dessous de 7 sur cette montée avant ces 3 km de plat. Et de nouveau, une rampe difficile à 9,4. Et puis après, c'est peut-être un peu plus roulant sur le sommet, mais on sera quand même haut en altitude. On sera au-delà de 2005. Donc, il faut faire attention, mais ce début de col est très régulier, assez long. Et c'est vrai que c'est un col où, voilà, encore une fois, si vous enlevez les 4 km, on va dire 4-5 km de plat, c'est quand même 14 km encore une fois, 14-15 km de montée. Donc il faut vraiment le prendre en compte. Ça fait mal, cette montée du Cormet de Rosseland. C'est vraiment un col alpestre assez connu quand même, qu'on a franchi déjà de nombreuses reprises. La descente vers Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, on passe à Heim. Deuxième partie de course peut-être avec un peu plus de phase de transition, ça ne veut pas dire que c'est facile. La côte de Longefoy, 6 km 7 à 7,5 de moyenne, ça sera au kilomètre 106, c'est-à-dire à 60 km de l'arrivée du côté du sommet. 6 km 7 à 7,5 de moyenne. Côte de Longefoy, vous voyez notamment un beau radar ici dans le final de cette côte de Longefoy, 9,7%. Et là encore, des pentes où on ne descend pas en dessous de 6% quasiment. Toujours 7, 8, 6, 9, 7, 5. Donc ça, là, c'est des montées qui sont difficiles, qui sont exigeantes, qui sont vraiment pas évidentes avec cette côte de Longefoy. Et puis,
on redescend vers Moutier. Pas tout de suite la descente, vous avez 5 km avant la tape Notre-Dame-du-Pré, donc voilà, un petit peu en prise, puis la descente vers Moutier. Et ensuite, Courchevel, le col de la Lauze déjà. Le souvenir Henri Desgranges, c'est le sommet de ce Tour de France, 2300 mètres d'altitude, 28,3 km à 6% de moyenne. Je rappelle que le col de la Lauze, c'est une route qui n'est pas utilisée en temps normal au niveau de la dernière partie. C'est une piste cyclable. Col de la Lauze, que vous dire? Déjà que c'est extrêmement long, quasiment 30 km, et que plus c'est haut, plus c'est dur. C'est-à-dire que le col de la Lauze, les derniers kilomètres sont vraiment affreux, et dans une situation en altitude où on sera à plus de 1500 mètres d'altitude, c'est-à-dire plus ça monte, plus c'est dur, plus on a découvert, plus le vent va avoir aussi un impact. Et c'est vraiment une atrocité terrible. C'est terrible ce col de la Lauze. On se souvient de 2020, voilà, vous voyez, 11%, 10%, par exemple, au niveau des pourcentages. Et puis la première partie, elle est déjà pas facile, cette première partie, donc c'est vraiment atroce. Et la longueur, 28 km, c'est rare d'avoir des cols aussi longs. Là, c'est 1 heure d'effort, ce col de la Lauze, donc c'est vraiment difficile. Et puis, bien la descente, parce que là, ça va être la particularité, le sommet de ce col de la Lauze. Et puis ensuite, on descend pour rejoindre Courchevel. Et c'est une descente qui n'est vraiment pas facile, rapide, avec notamment des passages où on va être au-delà de 100 km/h. Et une nouveauté sur ce Tour de France avec l'ajout de matelas dans ce virage-là, je crois. C'est celui-là où on aura des matelas, ce virage serré. Alors, c'est une solution qui a été trouvée par les organisateurs du Tour de France, peut-être qu'ils ont mis ça en place aussi en pensant à Gino Meder, mais bon, j'ai vu le reportage de France 3, c'était Tout le Sport ou France 3 Rhône-Alpes. On peut pas le faire facilement, ça prend énormément de temps à installer les matelas, donc pour sécuriser la route, donc soit il faut le faire vraiment en amont, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de matelas, soit il faut trouver d'autres solutions pour sécuriser, parce que là c'est très compliqué à mettre en place. Système de matelas où ils ont quand même été intelligents, c'est pas des airfans comme on peut avoir en MotoGP. Les airfans, souvent vous avez tendance à rebondir un petit peu. Là ils sont vraiment collés au bord de la route. Alors moi j'aurais peut-être mis quand même 2 mètres, tu vois, mais bon, c'était peut-être pas possible à cet endroit-là du virage, mais ils sont vraiment collés à la route. Et techniquement les coureurs ne doivent pas rebondir, parce qu'il y a un système de valve de dépression au moment où le coureur a un impact. Donc voilà, on va dire qu'il n'y a pas de possibilité techniquement de rebond. C'est assez sur le papier. Il faudra voir dans la réalité si ça marche comme ça. On espère ne pas être obligé de le voir dans la réalité. C'est des matelas qui sont... Faut pas penser à des matelas du commerce. C'est vraiment des coussins, on va dire, qui sont mis à cet endroit-là. Et puis, particularité de cette montée, de cette arrivée à Courchevel, c'est qu'on arrive à l'altiport, dernier kilomètre, extrêmement dur. Du côté de l'altiport, on ne me l'a pas marqué, la montée de l'altiport. Non, ils ne l'ont pas marqué, mais c'est extrêmement dur ce dernier kilomètre. S'il est monté là, voilà, vous voyez la montée de l'altiport, donc passage à 18%, le dernier kilomètre est extrême. Voilà, donc ça va faire très très mal. Et je rappelle également qu'au haut du col de la Lauze, il y a des secondes de bonification, 8, 5 et 2 secondes. On espère qu'il n'y aura pas les mêmes problèmes que du côté de Jouplane, que l'organisation sera meilleure et que les motos presse ne seront pas présentes également pour gêner les coureurs. On passe tout de suite au segment Strava. On regarde tout de suite les segments Strava. Le premier segment Strava, il est du côté du col des Saisies. Col des Saisies qui avait été, ce temps qui est détenu par David Lopez, qui était dans l'échappée qui avait permis de servir de relais à Chris Froome sur la 8e étape du Dauphiné 2014. 31 minutes 31 pour David Lopez, et il détient toujours ce record à 25,3 km/h. J'ai un Wilco Kelderman à 25,2 km/h en 31 minutes 34. Un Mats Wurtschmidt, de manière assez surprenante, et en 32,06 le Danois, et Ruben Guerrero en 32,07 à 24,8 km/h sur cette montée du col des Saisies. Donc vous voyez, 25 km, ça reste des bonnes vitesses, parce que comme il y a les phases de plat,
sur ce col, c'est-à-dire que vous avez des phases de montée, des phases de plat. Ça permet quand même, les phases de plat, de reprendre pas mal de vitesse. Donc 25 km/h, c'est plutôt rapide quand même, plutôt pas mal pour un col. On passe au Cormet de Rosseland. Le temps, c'est Aurélien Paré-Peintre qui l'avait fait lors du Tour de l'Avenir 2017. 54 minutes 27. J'ai oublié de dire que la moyenne sur le col des Saisies pour les professionnels, elle est de 39,07. Donc on voit que quand c'est roulant, on peut en mettre du gaz. Le Cornet de Rosseland, donc meilleur temps pour Paré-Peintre, 54 minutes 27. La moyenne chez les pros est de 1h16 et 22 minutes. Donc, le temps qui a été battu d'Aurélien Paré-Peintre par un certain Arthur B qui a fait 53 minutes 24, mais il faudra voir si le temps est quand même homologué par Strava, parce que c'est un record qui date du 17 juillet 2023, donc il vient d'être réalisé. Donc je vais plutôt me fier quand même sur Aurélien Paré-Peintre à 21,7 km/h, 300 watts de moyenne, hein. On voit que c'est une montée très longue. Jonas Gregard, lui, avait fait 54,37. J'ai un Egan Bernal en 54,39. J'ai un Michel Rice en 54 minutes et 44 secondes, 21,6 km/h. Et on est aux alentours de 300 watts parce que c'est une montée longue. Donc c'est une montée où il faut plutôt jouer sur l'endurance et pas sur des taux. Il faut être régulier dans sa montée. Donc on ne peut pas faire vraiment de pic en watts sur ce type de montée-là. On poursuit avec la côte de Longefoy, côte de deuxième catégorie. C'est Georges Bennett qui détient le meilleur temps en 17 minutes 19. Il l'avait réalisé lors des reconnaissances du Tour 2019. La moyenne chez les pros est de 23,40. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus court, beaucoup plus rapide. Pour cette montée, j'ai du David Gaudu en 17 minutes 37 à 19,9 de moyenne. Un Franck Bonamour en 18 minutes 42 avec 18,7 de moyenne. Voilà pour le temps des coureurs professionnels. Robert Rezink à 18,32, 18,9 km/h également. Et puis le col de la Lauze. Alors c'est dommage, le segment Strava ne prend pas le pied du col de la Lauze, mais vraiment que la dernière partie, donc les 7 derniers kilomètres. Donc 23 minutes 18 pour Tadej Pogačar sur le Tour en 2020. Et pourtant, il avait souffert dans le final. Et 31,08 de moyenne chez les professionnels dans ce col de la Lauze. Tadej Pogačar qui avait monté la dernière partie à 18,1 seulement de moyenne. Donc le record c'est 18 km/h, pardon. Donc c'est extrêmement dur. Richie Porte avait fait 17,7 et Rigoberto Urán avait fait 17 km/h en 24,48. Donc c'est pour vous dire que c'est extrêmement dur ce col de la Lauze et cette dernière partie du col de la Lauze avec l'altitude. En plus, parce que je rappelle qu'on est à 2300 mètres d'altitude. Bah tiens, on va parler du Tour de France 2020, avec l'étape 17. Aujourd'hui, une étape qui est arrivée déjà du côté du col de la Lauze. On est arrivé au sommet du col de la Lauze. Et on passait par le col de la Madeleine, de montée à plus de 2000 mètres d'altitude. Par contre, en dehors de ces deux montées, le parcours était tout plat. Deux coureurs sont non partants en départ, Stefan Küng et Egan Bernal. Le vainqueur du Tour 2019 qui souffre du dos et qui a déclenché une blessure, une douleur du côté du genou. À ce moment-là de la course, Primož Roglič a 40 secondes d'avance sur Pogačar et Urán se retrouve à 1,34. Benoît Cosnefroy a toujours le maillot à poids, mais il est à égalité de points avec Pierre Rolland. Le premier attaquant est Thomas de Rennes, suivi par Ben Hermans. Ils sont rejoints par Pierre-Luc Périchon et Chris Neylands. Et on retrouve aussi les sprinters qui veulent récupérer les points du sprint intermédiaire. Après 25 km ce groupe est repris grâce au travail de la Jumbo. Alors je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'il y avait un peu trop de monde à l'avant de la course. C'est un contre qui va se former et qui va former l'échappée matinale. On retrouve 21 coureurs à l'avant de la course. Richard Carapaz et Lucro du côté d'Ineos, Félix Grossschartner et Lennart Kemna du côté de la Bora, Michael Scherl et Oliver Naesen d'AG2R, Julien Alaphilippe et Tim de Klerk de Koninck, Valentin Madouas pour la Groupama, Tom Skujns et Jasper Stuyven du côté de la Trek, Gorka Izagirre du côté de la Astana, Greg Van Avermaet du côté de la CCC, Søren Kragh Andersen et Niklas Arm du côté de la Sunweb, Chris Juliansen du côté de Mitchelton Scott, Dan Martin et Nils Politt avec Thomas Brook du côté d'Israel Startup Nation, Roger Kluge et Thomas de Rennes du côté de la Lotto Soudal. Mais ce groupe en fait ne va pas durer très longtemps parce qu'il va se recomposer assez vite et ça va être dans la côte de Saint-Pierre d'Allevar
qui n'est pas au classement de la montagne, que 5 coureurs vont s'isoler et les survivants de ce groupe de 20 coureurs seront Alaphilippe, Carapaz, Dan Martin, Kemna, Aizaguirre. Autant vous dire quasiment les meilleurs grimpeurs. Dans le peloton, on roule pour Bennett et Sagan qui peuvent prendre des points importants au maillot vert. Surtout qu'on a déjà perdu, après une heure des courses, pas mal de sprinteurs, notamment Caleb Ewan ou encore Brian Cocard qui sont définitivement lâchés du peloton. À 107 km de l'arrivée, le groupe de tête possède 4 minutes 30 d'avance sur le peloton. Et au sprint inter, derrière l'échappée, c'est Bennett qui s'impose devant son équipier Morkov et Sagan fait 3. Le Slovaque qui perd encore 2 points sur l'Irlandais. Il ne s'en sort pas dans cette bagarre pour le maillot vert. Et ça commence vraiment à devenir très compliqué pour lui pour aller chercher le maillot vert du côté des Champs-Élysées. On arrive au pied du col de la Madeleine. À moins de 80 km de l'arrivée, le groupe de 5 à 6 minutes d'avance au pied. Autant vous dire que ça risque de ne pas être suffisant. Mais surtout, Jumbo roule. Et la Bahreïn va mettre en route pour Landa. Et ça ne fait pas les affaires de Quintana qui se retrouve en difficulté, lâché du peloton. J'en ai même mangé mes cheveux. Ah, ce qui est bien dégueulasse. À mi-montée, les chances de victoire de l'échappée sont très faibles et à 70 km de l'arrivée, ils ne possèdent que 3 minutes d'avance parce que la Bahreïn fait vraiment un très très gros rythme et surtout, ils ne sont plus que 4, Kemna ayant craqué. Au sommet, Julien Alaphilippe démarre le sprint, mais Carapaz lui prend la roue et va le déborder au dernier moment. Ce qui fait que l'Équatorien revient à 4 points de Benoît Cosnefroy pour le maillot à pois. Pogačar passe en tête du peloton et à ce moment-là, c'est lui qui devient le meilleur grimpeur de ce Tour de France. Le peloton qui passe seulement 1 minute 20 après les 4 fantastiques de devant, et bientôt ils ne seront plus que 3. Dan Martin étant distancé dans la descente. C'est vrai que Dan Martin, sur la fin de sa carrière, il faisait... Alors déjà qu'il n'était pas hyper droit sur un vélo, mais sur la fin de sa carrière, c'était catastrophique. Il avait subi pas mal de chutes également en descente. Le trio de tête reprend un peu d'avance, mais ce n'est pas suffisant. On arrive au col de la Lauze, l'échappée à 1 minute d'avance sur le peloton emmené par la Bahreïn. Et à 13 km de l'arrivée, Carapaz accélère et Julien Alaphilippe n'arrive pas à suivre alors que Gorka Izagirre s'accroche. Mais l'Espagnol ne va pas tenir longtemps et à 9 km de l'arrivée, Guillaume Martin, le dernier français du groupe maillot jaune, est lâché. Bahreïn va se faire remplacer par la Jumbo-Visma en tête de peloton et à 4 km du sommet, Carapaz reprend un peu de temps. Il a 40 secondes d'avance depuis qu'il est en solitaire, donc à peu près, je crois, à 6 km de l'arrivée. Mais De la Cruz accélère pour Pogačar et Landa est lâché. Uran et Adam Yates également et à 3 km 500, Miguel André Lopez attaque, mais il n'arrive pas à faire l'écart. Carapaz est repris à 3 km 500 de l'arrivée. Il s'est complètement écrasé. Dès qu'on a passé 1008, 1009, vraiment, il est complètement arrêté quand il se fait déplacer par le peloton. L'altitude fait vraiment des dégâts. Sepkus fait le rythme, il va même partir avec Miguel André Lopez dans la roue, mais Roglic ne semble pas au mieux, l'Américain est obligé d'attendre. Le Colombien part seul à 2 km 500 de l'arrivée, et à 2 km de l'arrivée, Roglic accélère, et cette fois-ci c'est Pogačar qui ne peut vraiment pas suivre. Il est à fond, il est complètement distancé à ce moment-là. Il va réussir à revenir à 500 mètres de l'arrivée, alors qu'il est quasiment revenu. Roglic en remet une couche et il est de nouveau distancé. Lopez s'impose devant Roglic. Pogačar perd 15 secondes sur ce compatriote slovène. C'est la seule fois de ce Tour de France 2020 où Pogačar va perdre du temps en montagne sur Roglic. Parce que l'autre moment où il a perdu du temps à ce moment-là de la course, c'était le coup de bordure qui est arrivé en première semaine de course. Et en plus, ça avait été dû à une chute, parce qu'il était tombé et ensuite, le coup de bordure s'était lancé. Au général, la bonne opération est pour Lopez et Porte qui passent respectivement 3e et 4e, alors qu'Uran perd 3 places au général. La Bahreïn n'a pas roulé pour grand-chose. Landa étant 7e de cette étape. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'en souvenais encore, que je les avais fracassés en bonne et d'âne, les Bahreïn. Vraiment, j'avais trouvé cette stratégie. Je crois me rappeler de les avoir mis en flop ce jour-là, les Bahreïn. Du souvenir que j'ai, mais des fois, mes souvenirs des fois me trompent un peu. Guillaume Martin est le premier français à la 11e place du général et la bonne opération pour Pogačar. C'est le maillot à pois. Il prend la tête de ce classement. Du côté du cycliste du jour, eh bien, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, je vais parler de Gilbert Chaumaz, coureur professionnel.
entre 77 et 1981, vainqueur du Tour du Limousin en 1978. Et c'est un peu sa seule victoire, en sachant qu'en 78, j'ai du mal à savoir si le Tour du Limousin était une course professionnelle, une course encore amateur. 2 Tours de France dans sa carrière et une participation à la Vuelta en 1979. Il est mis hors course sur le Tour de France lors de l'une des dernières étapes, qui est l'étape numéro 24. Donc j'ai été me renseigner sur ce Tour 79. Il faut savoir qu'il y avait donc, je crois, 25 étapes pour une seule journée de repos. On est bien loin de la manière de faire les courses aujourd'hui du côté du Tour de France. C'est de la limite des 3500 km. Il a couru également dans l'équipe Les Amis du Tour de France, qui n'a duré qu'une saison en 1980 et qui n'a pas fait le Tour de France. En fait, je crois, l'équipe Les Amis du Tour de France, ce qui est assez cocasse, que c'était une équipe avec pas mal de coureurs professionnels, mais qui n'a pas eu de grands résultats. Alors s'il y a des gens qui se souviennent de cette époque-là, pourquoi il y avait cette formation qui s'était créée, les Amis du Tour de France, c'est assez surprenant. C'est pas la première fois en plus que je le vois. Du côté de la météo temps, il y a peu d'informations en plus sur cette équipe, sur les internets. Du côté du temps, mitigé en plaine. On va partir avec du soleil, mais très vite ça va se dégrader. Et on parle d'orage avec quasiment toute la journée, 60% de risque de pluie. Une température qui va aller de 32 à 34 en plaine et un vent ouest-nord-ouest entre 10 et 50 km/h. Donc seulement sur la première partie de journée, il sera de face. Après, il sera plutôt côté ou voire plutôt de dos, donc ce qui devrait également pouvoir animer la course. Dans le col des Saisies, il fera 21 degrés au sommet. Le temps sera orageux. Le vent, lui, sera de face entre 10 et 40 km/h. Dans le Cormet de Rosselan, 17 degrés, temps orageux avec 65% de risque de pluie. C'est là où c'est le plus fort avec l'altiport de Courchevel. Le vent est plutôt favorable entre 15 et 50 km/h. Du côté du col de la Lauze, 21 degrés, temps orageux, 60% de risque de pluie et un vent favorable entre 10 et 55 km/h. Enfin, pour finir, du côté de l'altiport de Courchevel, on annonce 20 degrés. Là aussi, temps orageux, vent de face entre 10 et 40 km/h. Donc il va falloir faire attention qu'on n'ait pas des routes mouillées parce que la descente du col de la Lauze, vraiment, elle est bien galère. Du côté de la stratégie, soit on a une grosse échappée qui y va au bout et victoire dans l'échappée et derrière une bagarre entre les leaders. Sinon, victoire d'un leader qui rattrape l'échappée. Mais je pense que pas mal de coureurs vont repartir dans l'échappée. C'est pas une étape facile à contrôler. Le col de la Lauze, ça va forcément faire des écarts. C'est tellement dur, il y a tellement d'altitude. Forcément, même si on ne veut pas faire des écarts, ça fera quand même des écarts. Du côté des favoris, j'ai mis Vingegaard. Parce que l'altitude, ça lui réussit plutôt bien à Vingegaard, même si il n'avait pas fait la montée en 2020. Mais je pense que ça peut bien lui convenir. Et puis en plus, il aura Sepp Kuss. Et Sepp Kuss, lui, connaît cette montée. Egan Bernal, qui dit altitude, dit colombien, dans l'échappée, pourquoi pas Egan Bernal, qui arriverait à retrouver ses jambes d'antan. Pogačar, il connaît la montée. Il avait eu du mal en 2023, mais peut-être qu'avec en 2020, mais peut-être qu'avec son expérience de l'époque, il peut faire une très bonne chose. Mais je vois quand même plutôt Vingegaard reprendre du temps. Et puis du côté de ma grosse cote, j'ai mis Thibaut Pinot. L'altitude, il le passe plutôt bien. Il va pas faire si chaud que ça en plus sur les sommets. Ça peut peut-être lui convenir. Voilà, et puis la descente, c'est pas le plus mauvais descendeur du peloton non plus, Pinot. Donc ça peut peut-être être intéressant. Du côté du programme TV, départ fictif à 12h20. Le sommet du col des Saisies entre 13h20 et 13h28. Donc ça arrive assez vite. Beaufort, le sprint intermédiaire entre 13h37 et 13h45. Cornet de Rosselan entre 14h27 et 14h46. La côte de Longefoy entre 15h11 et 15h33. Et l'arrivée prévue entre 17h03 et 17h47. 45. Moi je vous conseille quand même plutôt de suivre cette étape assez tôt parce que voilà, ça va être une étape, je pense, très intéressante.
Nous on se retrouve donc demain 7h pour la présentation de l'étape sur YouTube, mais surtout à 21h pour le débrief de cette étape. Le débrief sur TikTok juste après l'arrivée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!